Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Ils sont aujourd'hui plus de 22 millions, ces réfugiés, hommes, femmes et enfants, qui ont fui vers un autre pays pour échapper à la guerre et aux persécutions. À ces 22,5 millions de réfugiés enregistrés comme tels, il faut ajouter plus de 40 millions d'autres humains déracinés ou déplacés dans leur propre pays pour qui il est impossible ou trop dangereux de retourner chez eux. L'artiste chinois Ai Weiwei, lui-même exilé, a réalisé un film saisissant qui nous fait partager le destin et les angoisses de ces déracinés de la Terre. Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. It's going to be a big challenge to recognize that the world is shrinking and people from different religions, different cultures are going to have to learn to live with each other. Jamais depuis 70 ans, jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale, le nombre des réfugiés n'avait été aussi élevé. Alors que les frontières se referment, que des barricades s'élèvent sur les routes de l'exil, que la mer Méditerranée devient un cimetière tragique, Géopolitis reçoit le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Que faire face aux gigantesques défis de la migration? Quelle politique adopter chez nous, ici en Europe, face à des opinions partagées entre la peur et la compassion? Comme vous pouvez le constater, il y a une guerre et des déplacés. Nos enfants ont faim et nous marchons depuis 3 jours. Dieu merci, nous sommes arrivés ici. Ils sont Syriens, Nigérians, Congolais ou Rohingyas. Tous ont dû partir en exil, fuyant le chaos et les violences. Ils font partie des 65 millions de déplacés à travers le monde, ce qui représente la population de la France. Parmi eux, plus de 22 millions sont enregistrés comme réfugiés. 5,5 millions de Syriens, 2,5 millions d'Afghans et désormais plus de 2 millions de Sud-Soudanais. Les réfugiés de ces 3 pays représentent à eux seuls plus de la moitié de tous les réfugiés de la planète. La grande majorité des réfugiés ont rejoint les pays voisins. Fin 2016, la Turquie en accueillait le plus grand nombre, suivi du Pakistan, du Liban, de l'Iran et de l'Ouganda. 940 000 réfugiés en 2016, ils dépassent aujourd'hui le million. En attendant la perspective d'un retour dans leur pays d'origine, les réfugiés installés dans des camps y restent souvent pour longtemps, 17 ans en moyenne. Les plus grands camps ressemblent à de véritables villes. Celui de Bidi Bidi en Ouganda, ouvert en 2016, abrite à lui seul 285 000 Sud-Soudanais. Dans le camp de Dadaab au Kenya, 240 000 réfugiés, en grande majorité des Somaliens, investissent 50 km² depuis plus de 25 ans. Mais c'est au Bangladesh que le plus grand complexe devrait voir le jour d'ici quelques mois. Le camp de Kutupalong doit héberger plus de 800 000 Rohingyas. Bonjour Filippo Grandi. Bonjour. 65 millions de réfugiés sur la planète. Il n'y en a jamais eu autant depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais eu autant depuis la création du HCR. On a le sentiment que ces crises échappent aux États, aux institutions internationales. C'est une sensation très forte. Je dis toujours que le monde contemporain semble être devenu incapable de faire la paix. Et c'est les conflits qui sont le moteur principal de ces flux de réfugiés, de demandeurs d'asile, de déplacés dans tous les pays du monde. Donc effectivement, c'est une situation grave, mais sans une volonté politique, une unité politique, je dirais même, de la communauté internationale pour résoudre les grands conflits qui produisent ce mouvement de population, ça sera difficile de les arrêter et voire même de les faire diminuer. Il y a 600 000 Rohingyas qui ont dû quitter la Birmanie. Il y a plus de 2 millions de Sud-Soudanais qui ont fui ces derniers mois. Il y a la moitié de tous les habitants de la Syrie qui ont dû quitter leur foyer. Est-ce que c'est gérable? Il faut le gérer. Il faut y répondre. Il faut tourner une page importante
dans la manière dont nous gérons les crises internationales. Malheureusement, nous avons vu, par exemple, dans la gestion de la crise syrienne, une augmentation des divisions au sein de cette même communauté, au sein même du Conseil de sécurité, qui est l'organe des Nations Unies qui est responsable pour la paix et la sécurité dans le monde. Mais ça veut dire que vous êtes condamnés à courir derrière les crises comme des pompiers toujours? Bien sûr, notre travail est essentiellement un travail de secours, mais n'oubliez pas que le HCR, notamment mon organisation, a aussi un mandat d'essayer, même dans les difficultés, de trouver des solutions aux situations de déplacement. C'est un grand défi dans cette situation politique, mais on continue à essayer de le faire. Mais par exemple, concrètement, ces 600 000 Rohingyas, dont les villages ont été rasés, il y a eu, on peut le dire, c'est officiel, l'ONU l'a dit, une épuration ethnique dans l'État Rakhine. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ils pourront retourner en Birmanie? Je l'espère, mais ce qui est très important, c'est de souligner qu'ils ont le droit à ce retour. C'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais bien sûr, non pas dans la situation qui prévaut en ce moment. Nous avons des gens qui continuent d'arriver, en fait. Mais sans que la question de leurs droits fondamentaux et surtout de leur citoyenneté ne soit résolue, ça sera pratiquement impossible d'avoir un retour. Conjointement avec l'Organisation internationale des migrations, pour l'aide aux Rohingyas, vous avez fait un appel d'aide à hauteur de presque $1 milliard pour l'année 2018. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que vous pourrez récolter tout cet argent? Alors, ça dépend de comment vous définissez le mot « raisonnable ». Si vous calculez le nombre de personnes qui bénéficieront de cet appel, donc non pas seulement les réfugiés, mais les communautés locales au Bangladesh qui ont eu un impact incroyable de l'arrivée de centaines de milliers de personnes. Alors, si vous calculez toutes ces personnes, vous prenez le chiffre de 150 millions de dollars, il s'agit de 2 ou 3 dollars par personne par jour pour tout. Les vivres, les médicaments, les abris, l'assainissement, l'eau. Ils ont tous les besoins du monde pour 2 ou 3 dollars par jour. Donc, il s'agit en fait d'une assistance assez limitée, mais quand vous, ça, ce sera votre message quand vous ajoutez tout ça, vous avez des chiffres énormes. Vous savez, le budget du HCR, je me souviens moi-même, il y a 15 ou 20 ans, le budget du HCR était de 1 milliard de francs suisses par an. Ouais. On est arrivé à 8 milliards dans l'espace d'une quinzaine d'années. Et cela, non pas parce qu'on demande plus, parce qu'on veut demander plus, mais parce que les besoins de ces populations, le nombre de personnes déplacées a augmenté vertigineusement. Donc, malheureusement, nous, il faut qu'on demande cet argent. Très récemment, vous étiez au Liban. Qu'est-ce que vous avez vu au Liban? Alors, c'est intéressant, le Liban, parce que c'est 6 millions d'habitants et 1 million de réfugiés de Syrie. C'est le pays au monde qui accueille le plus de réfugiés par habitant. Qu'est-ce que vous avez vu au Liban? Oui, parce que bien sûr, aux réfugiés syriens, il faut ajouter les réfugiés palestiniens qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est un pays qui gère une situation de réfugiés qui est sans proportion dans le reste du monde. J'ai vu des aspects contradictoires, si vous voulez, ou différents plutôt de cette situation. J'ai vu une grande hospitalité, j'ai vu des écoles qui, le matin, ont des élèves libanais et l'après-midi des élèves syriens. J'ai parlé avec les parents des deux qui disent, bien sûr, on arrive à vivre ensemble, mais j'ai vu aussi des maires, des villes de frontières, des villes frontalières de la Syrie qui nous ont dit il n'y a plus d'eau parce que l'eau est déjà très limitée, l'eau disponible, il n'y a plus d'eau parce qu'il y a une population qui a augmenté 2 fois, 3 fois. Donc c'est une situation très lourde. Et le Liban est très fragile. Politiquement, c'est un État, on le sait, qui lui-même a souffert d'une guerre civile terrible, dévastatrice, et qui se fonde sur un équilibre politique très précaire. Et donc cette présence de réfugiés ajoute à cette fragilité. Il y a des camps qui existent depuis 1 décennie, 2 décennies, 3 décennies. Je ne parle même pas des camps palestiniens, qui sont plus anciens encore. Ces camps créent souvent des abcès de rejet, de xénophobie. Est-ce qu'il ne faut pas, pour l'avenir, trouver d'autres solutions que les camps pour les réfugiés? Bon, de plus en plus, on parle, plutôt que de parler de camps, on parle d'inclusion, d'une approche inclusive. Bien sûr, on doit aider les réfugiés, mais on doit aider aussi et surtout le système d'éducation nationale qui doit absorber, inclure une population réfugiée, le système de santé,
l'économie, parce que ces gens ne peuvent pas dépendre de l'aide pour toujours, donc il faut la de l'argent. création d'emplois. Ouais. Donc il faut de l'argent pour les camps et pour les pays qui accueillent ces réfugiés. Je dirais qu'il faut surtout de l'argent pour les structures de ces pays qui sont surchargés par la présence de réfugiés. Et cette approche d'inclusion est une approche aussi à plus long terme, qui est meilleure pour les réfugiés. Bien sûr, elle est temporaire, parce qu'on espère que les réfugiés puissent rentrer chez eux ou trouver d'autres solutions. Mais pendant la période où les réfugiés ont besoin d'accueil et de protection dans ces pays avec des ressources limitées, cette approche, aujourd'hui, est l'approche de choix. Parfois, il faut toujours créer des camps, mais quand on peut, on essaye de pousser les États à adopter cette approche d'inclusion. Il faut bien parler de l'Europe quand même, qui a été sérieusement secouée politiquement par la vague migratoire de 2015-2016. Les États se barricadent, il y a des barbelés qui poussent aux frontières. Est-ce que ce n'est pas un formidable recul de nos principes humanitaires? C'est un recul, bien sûr, et c'est gravissime. Ce continent qui a vu naître l'institution des droits humains, c'est un continent qui, pendant des décennies, a quand même donné un exemple positif. Ouais. C'était l'exemple de référence, le droit d'asile en Europe, les grandes avancées qui ont été faites. Ouais. Mais là, on donne on est dans la tendance opposée, on est dans la politisation de la question des réfugiés pour des raisons qui sont souvent exclusivement électorales. On est dans l'exploitation des appréhensions des personnes et on attribue toutes les menaces à ces réfugiés qui viennent demander de l'asile. Je crains beaucoup que si l'Europe, mais pas seulement l'Europe, si les pays riches, les pays du Nord global, continuent dans ce recul par rapport aux droits d'asile et aux droits de réfugiés, l'exemple qui est donné aux pays qui, en fait, ont l'impact le plus grand, les pays plus pauvres. Vous savez, 86% de ces fameux 65 millions sont dans les pays du Sud global. Bien sûr. L'exemple qui est donné à ces pays est un exemple négatif. Et donc, il y a un danger en soi, il y a un danger par rapport au traitement des réfugiés dans la globalité du monde. Mais toutes ces barricades, ces frontières, c'est vraiment des barbelés qui empêchent les migrants de passer simplement. C'est désespérant pour vous, non? C'est presque immoral. Vous savez, je passe la plupart de mon temps à voyager dans des pays généralement pauvres, avec peu de ressources, qui sont investis par des flux de réfugiés énormes, comme le Liban, mais pas seulement le Liban, le Kenya, le Pakistan, l'Éthiopie, l'Équateur, donc dans tous les continents. Et mon travail, ma responsabilité, c'est d'aller chez ces gouvernements et dire « accueillez les réfugiés. On va vous aider, mais vous devez les accueillir ». De plus en plus, j'entends une réponse de la part des politiciens, des gouvernants dans ces pays. Pourquoi est-ce que nous, on devrait continuer à accueillir quand les pays riches élèvent des barbelés et des barrières? C'est là où l'exemple de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie devient un exemple dangereux qui nous n'aide pas à gérer ce problème dans sa totalité. Vous croyez à un réveil de la solidarité internationale à l'égard des migrants? La solidarité est forte. Vous savez, les gens sont solidaires. Quand, en 2015-2016, nous avons vu des vagues de réfugiés et de migrants arriver par la Grèce en Europe de l'Est et en Europe centrale, on a vu tous les jours des exemples de solidarité. Malheureusement, il y a aussi des appréhensions. Et si ces flux ne sont pas bien gérés, les politiciens qui veulent exploiter ces flux pour des raisons électorales ont un jeu facile. Ils vont dire, voilà, vous voyez, nous sommes menacés, il faut faire des murs, etc. Donc la bonne gestion, qui est aussi un cheval de bataille de mon organisation, conseiller les gouvernements, aider les gouvernements à bien gérer ces flux, la bonne gestion de ces flux, une gestion organisée, est extrêmement importante. Merci Filippo Grandi, c'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Pour préparer cette émission, nous avons vu le film Human Flow, réalisé par l'artiste chinois Ai Weiwei, présenté en première Suisse lors du Festival international des droits humains de Genève. Si vous en avez l'occasion, le film est en salle, allez le voir. Les migrants climatiques, ils présagent d'un autre désastre humanitaire. 140 millions de personnes pourraient être contraintes à quitter leur foyer d'ici 2050, selon un rapport qui vient de sortir, à consulter sur le site de la Banque mondiale.
Enfin, c'est à recommander La question migratoire au XXIe siècle de Catherine Wittol de Wenden. C'est un ouvrage très complet, réactualisé et republié en septembre 2017 aux éditions Sciences Po Presse Paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, cap sur les Caraïbes. Raúl Castro passe la main à Cuba. Excellente semaine à vous tous. À bientôt.